La machine en route. Voilà, tu peux y aller. La première chose qu'on fait quand on a du retard, c'est de chercher les meilleures excuses possibles. Alors, je ne sais pas, il y en a dans la salle, je crois. Je vais charger la SNCF, bien sûr. Mais c'est vrai. Nous venons, enfin, ils viennent de Moulins, je ne vous dis pas le périple avant, je vous raconterai ça à la fin, le train un peu de retard, je suis allé les chercher à Bisnoy pour que ça aille plus vite, etc. 1000 pardon, mais encore une fois, quand on a du retard, on n'a pas d'excuses. Le mois dernier, on a dit ici, ou dans une autre salle, peu importe, on a dit l'énergie en général, EDF, GDF, doit pas rester entre des mains qui se soucient comme de leur digne de l'intérêt des citoyens, de l'intérêt de la nature. Il faut que se crée un grand service de l'énergie qui soit entre les mains des salariés, des usagers, des collectivités publiques. Et nous y avions dit, et nous l'avons repris pour ce soir, prenons en main notre sort commun. Et ce soir, nous allons le redire pour plus globalement un aménagement du territoire. Vous pourriez nous dire, vous auriez dû mettre celui-là le premier, mais la vicissitude des emplois du temps, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Et puis je vous parlerai du mois de janvier avec la SNCF. Deux intervenants que je laisse eux-mêmes se présenter, même si l'un d'entre eux, vous le connaissez. Bonne soirée. On fait comme d'habitude un moment de présentation de ceux qui ont une expertise à communiquer et après on échange. Je commence. Pierre Zarka, donc, après un parcours mouvementé, je participe à des espaces alternatifs et aussi bien ensemble que avec quelque chose qui s'appelle se fédérer pour s'émanciper, et avec le mensuel Cerise qui regroupe maintenant des gens d'horizons anticapitalistes mais très diverses, quoi. Je suis sorti du Parti communiste et de sa direction je me souviens plus, en 2009. Voilà. Tu te présentes, puis je... Ah bon? Il faut mettre le micro. Alors moi je m'appelle Bénédicte, je ne suis pas communiste, mon parcours est plutôt... Ça va? Très bien. Mon parcours est plutôt PSU, puis la phase, et Ensemble, et Cerise, l'Homos. Tout ça, c'est des cibles qui vous disent peut-être... Homos, c'était l'Observatoire des mouvements sociaux. Et Ensemble, les fédérés, et ma participation à Cerise. Par ailleurs, des tas de trucs militants, bien sûr, comme tout le monde. Bien, bah, je commence... Attends, bien... Non, je fais ça. Voilà. Oh, bah, tu prends celui-là aussi. Oui, c'est mieux. Puis gardez l'autre. Bon, bah, Gardez l'autre pour le débat. voilà, d'accord. Voilà, d'abord, je voudrais commencer par dire que trop souvent, ça a été mon cas, on pense que la question du territoire est une question pour spécialistes, ou que, en tout cas, c'est une question à part. En fait, je vais prendre un exemple pour ne pas vous rajouter. Moi, je suis maintenant en Saône-et-Loire. Dans l'ouest du département, il y a 3 hôpitaux que la direction de la SR cherche à fusionner. Pour 2 villes, c'est la mort assurée. C'est la désertification de cette partie du département. Le problème, c'est que ceux qui défendent l'hôpital défendent à juste titre l'hôpital, mais de ne pas donner la dimension du territoire qui risque de disparaître empêche de faire de la défense de l'hôpital une cause commune à des gens qui n'ont rien à faire, si je puis dire, directement avec l'hôpital. C'est pourquoi je voudrais vraiment insister, c'est pas... Parler du territoire n'est pas une parenthèse au sein des autres débats politiques. Voilà, je partirai d'une caractéristique qui me semble montante de l'évolution de toutes les sociétés aujourd'hui, c'est la montée de l'aspiration à la démocratie. Regardez le mouvement des femmes, le mouvement des migrants,
le fait que des mouvements sociaux se dotent maintenant de coordination et ne s'alignent pas forcément derrière les appareils syndicaux, et la crise croissante de tout ce qui donne le sentiment d'accaparer les pouvoirs. J'ai tendance à penser que les gens qui s'abstiennent aux élections ne le font pas par indifférence ou par passivité, mais parce que, je serais presque tenté de dire, par colère. Voilà. Si le soviétisme n'a pas survécu à cette montée des aspirations à la démocratie, le système capitaliste cherche à capter ce mouvement et à le détourner. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le management dans les entreprises, dans les grandes entreprises, ou l'auto-évaluation des salariés, ou encore une génération de dirigeants politiques qui s'appuient sur l'échec des partis pour mieux aller vers un nouveau type d'autoritarisme. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe avec Macron, qui s'est présenté en dehors des partis. La loi NOTRe entendait nouvelle organisation des territoires de la République, fait partie de l'arsenal. Considérant que la verticalité des pouvoirs était en cause et que ses élus étaient encore trop sous le feu des colères, la grande bourgeoisie veut éloigner encore davantage les lieux de pouvoir des citoyens, de façon à accroître le sentiment d'impuissance des citoyens. Souvent d'ailleurs, on est confronté à une décision, on ne sait même pas d'où elle vient, qui l'a prise. Et donc on ne sait pas à quelle porte s'adresser. Par exemple, les communautés de communes se substituent de plus en plus aux maires et aux mairies. Et il est question d'ailleurs qu'éventuellement on pourrait se passer des maires dans un avenir où il y aurait simplement ou des délégués de la préfecture ou des délégués des communautés de communes qui descendraient, vous voyez ce que je veux dire, vers les communes. Les métropoles, vous en savez quelque chose parce qu'il n'y en a pas dans l'Allier, les métropoles concentrent à la fois les moyens matériels et les pouvoirs. Ainsi, de fait, la verticalité des pouvoirs s'accroît. Et c'est aussi, et Bénédicte en parlera peut-être, une manière de mettre les territoires en concurrence entre eux. Il ne s'agit pas donc de coopération, il s'agit d'aller vers le moins exigeant. Comment ne pas rapprocher cette réforme de structure de la marche rampante vers le TAFTA dont plus personne ne parle, c'est-à-dire une mise sous tutelle directe des pays par les multinationales. Ce n'est pas de la science-fiction. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande a perdu un procès fait par Marlboro parce qu'il mettait aussi que le tabac tue, et que le Canada a aussi perdu un procès fait par des multinationales. Et regardons bien, il y a déjà des prisons privées aux États-Unis, des armées privées en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si vous aviez vu le film de Ken Loach sur l'intervention britannique en Afghanistan. C'est une armée privée, où la justice privée, quand les serveurs informatiques sont chargés de faire leur propre police à l'égard des textes envoyés. Faut-il alors s'arc-bouter et défendre l'État? Mais ce sont les États, tous gouvernements confondus, qui sont à l'œuvre de ces processus. Si pour le capital, face aux exigences de démocratie, la meilleure défense, c'est l'attaque, il faut s'interroger si pour nous aussi, la meilleure défense ne devrait pas être l'attaque, au risque d'être toujours en train de défendre un passé qui ne satisfait personne. Ou alors, ne devons-nous pas, de manière urgente, déceler ce qu'il y a comme attente enfouie et commencer à désigner comment on peut y répondre par de la démocratie, je le dirais en deux mots, c'est démo le peuple, cratie l'exercice du pouvoir. Je suis dans un village de 400 habitants. À Manset, depuis 3 ans, nous avons établi un conseil d'habitants qui a, dès le départ, affiché sa volonté que ce qu'on appelle le pouvoir législatif soit entre les mains des habitants
que ce pouvoir ne se limite pas le jour du vote et que les élus soient limités à l'exécutif. Si l'on rapproche ce type d'expérimentation, qui d'ailleurs sont en ce moment de plus en plus nombreuses, il semblerait qu'il y ait plus de 130 conseils d'habitants en France. Vous me direz, sur 36 000 communes, c'est pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'air et qui commence à se développer. Si on rapproche ce type d'expérimentation aux mises en coopérative de certaines entreprises, des coordinations des mouvements sociaux dont je parlais tout à l'heure, ou des gilets jaunes, c'est tout l'héritage de la représentativité qui est en cause. Nous sommes devant ce paradoxe. Plus la vie exige de la coopération entre individus sur un pied d'égalité, ce que j'appellerais de la socialisation, et plus c'est vrai à l'échelle de la planète, et plus les formes de pensée par les politiques de tous bords sont enfouies dans la verticalité, et ne sortent pas de la verticalité, comme si c'était là la seule vision qu'on pouvait avoir de l'efficacité. Dès lors, tout se passe en haut, sans que on sache toujours très bien où est ce en haut, de qui il s'agit. Mais le nouveau, justement, qui est en train de pousser dans la société est le rejet de cette verticalité, l'exigence de rapports sociaux plus égalitaires. Donc, quoi mettre à la place de cette verticalité, si ce n'est une redéfinition complète de la citoyenneté? Évidemment, le comment est à construire, plus facile à dire qu'à faire. On voit que le risque est d'opposer un faire, qui serait dégagé de toute verticalité, à une pensée qui serait par essence dogmatique, loin du réel. Si c'est bien évidemment grâce à l'action qu'on commence à changer sa place dans la société et à s'attaquer à ses structures, on ne le fait pas par hasard. On ne le fait pas sans s'appuyer sur une vision des choses même imprécise. Entre conceptualisation et action, c'est un peu comme la poule et l'œuf. On peut disserter pendant toute la soirée pour savoir quel est le premier. Ce que nous avons fait, nous, c'est notre histoire à Manset, nous avons eu 2 forums sur la conception de la démocratie en général, avec une 60aine de participants, pas seulement de la commune. Nous étions 10 de la commune. Et puis nous avons, comme je vais le faire tout à l'heure, fustigé ce qu'est le système représentatif, on l'a décortiqué, et c'est en sortant de cet débat général, et en buvant un coup, après, à 10, qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une expérience chez nous? Et donc c'est parti d'une idée générale qui pouvait paraître abstraite, et c'est devenu quelque chose de concret, puisque la dernière réunion du Conseil d'habitants, 3 ans après, était avant-hier. Aujourd'hui, le problème, c'est certainement de faire converger toute revendication vers cet enjeu, devenir ensemble puissance de pouvoir. Mais cela veut dire aussi, c'est ce que je vous annonçais, qu'il est nécessaire de revisiter le rôle de la pensée, alors qu'on ne cesse de nous seriner que l'heure est au pragmatisme et que l'intelligence serait de s'adapter. Si bien évidemment 60 millions de citoyens n'iront jamais tous ensemble à l'Assemblée nationale, ils peuvent inventer une démocratie dont le fonctionnement maîtrise les interventions, non pas de leurs représentants, mais de leurs porte-parole, ce qui n'est plus tout à fait la même chose, afin que ce soit les assemblées locales qui aient le premier et le dernier mot, y compris quand il s'agit de grands espaces comme la planète. L'enjeu, donc, est désormais de ne plus se considérer comme des usagers affectés à un petit périmètre, mais comme citoyens capables de penser l'intérêt général, de se mobiliser, alors concrètement vis-à-vis de l'intercommunalité, du département, de la région, de l'État, et au-delà de ce que doit devenir la société. Je reviens sur l'exemple que je vis à Manset, ça s'appelle Manset, dans Saône-et-Loire, c'est pas loin de Tournu. Il y a 355 électeurs inscrits.
Nous avons un grand besoin, comme beaucoup de communes rurales, de revitaliser la commune afin de ne pas devenir une cité dortoir pour retraités. Et à l'annonce que la communauté de communes allait décider du sort des terres de la commune, nous avons organisé un référendum, mais pas oui, non. Il y a un questionnement de 4 pages, élaboré par des groupes de travail du Conseil d'habitants. Et le référendum s'est pour l'instant déroulé sur une trentaine de jours, il continue encore pendant une dizaine de jours. Répondre au questionnaire peut prendre pas loin d'1 heure. Et à ce jour, nous avons une participation plus importante qu'il n'y a eu de votants aux élections européennes. En même temps, nombre de participants sont très contents de cette pratique et en restent à la dimension locale sans en tirer d'enseignements de portée plus fondamentale. Mais de plus en plus s'impose le souhait que pour réussir à se faire entendre des autres échelles, c'est-à-dire du département, de l'intercommunalité et a fortiori de l'État, eh bien, il faudrait peut-être à la fois s'interroger s'il ne faut pas essaimer et faire en sorte qu'il y ait d'autres conseils d'habitants qui naissent. Il y en a 2 qui sont en train autour de chez nous, mais pas seulement. Il s'agit de politiser l'expérience, pas dans le sens où on la ramène dans le giron de partis politiques, mais dans le sens où on s'interroge si finalement ce que nous faisons en petit n'est pas une base de réflexion pour savoir ce que devrait être la démocratie à l'échelle de tout le territoire national. Et il y a une seconde raison pour ne pas défendre le système représentatif, raison encore plus profonde. L'exercice de la citoyenneté peut-il être simplement assigné à résidence et rester enfermé dans une petite échelle? Souvent on dit, pour être sûr que ce soit démocratique, on fait local. Oui, sauf que nous sommes les uns et les autres tributaires d'éléments qui ne sont pas locaux ou uniquement locaux, et que la question de comment on intervient demeure posée. Ça me conduit à un détour un petit peu historique, je vais tâcher de ne pas être long. La structure étatique, l'État, est conçu comme un organisme spécialisé qui fait que nous sommes rassemblés en un peuple en étant extérieurs au processus de décision. Au fond, ce qui nous unit, c'est de ne pas être dans l'État. C'est quand même un sacré paradoxe. Donc, nous sommes un peuple à condition d'être dominé et dépossédé. Et on évoque ainsi les politiques publiques comme synonyme de l'État. Et le mot public est abusivement assimilé à l'État. À l'origine, les services publics, ce n'est pas l'État, et ça pourrait être géré par salariés et usagers. La protection sociale, à l'origine, n'a rien à voir avec l'État. Et donc, on tend de plus en plus à assimiler le mot public, alors que quand on parle de l'opinion publique, on ne parle pas de l'opinion de l'État. On assimile de plus en plus, et l'État, de ce fait, se substitue à nous, et ça nous paraît normal. Ça nous paraît indiscutable. Mais ça a une autre conséquence. C'est que tout ce qui n'est pas le temps que nous passons dans un isoloir pour désigner ceux à qui on va obéir, eh bien, ne peut pas être politique. On a le droit de grève, on a le droit de se syndiquer, mais politiquement, la seule chose qu'on nous reconnaisse, c'est ou des droits, des libertés individuelles, je peux lire le journal que je veux, je peux penser ce que je veux, mais collectivement, le seul moment collectif qui est reconnu en politique, c'est l'élection. D'ailleurs, quand on veut dire du mal d'une grève, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elle est politique. Je crois que ça vaut la peine de faire un petit détour pour savoir d'où soit nous vient cette espèce de normalité. Il faut savoir que dans
la Constitution de l'an 2, en 1793, il y avait deux versions qui cohabitaient. Soit ce qu'ils appelaient les assemblées primaires, ce sont les assemblées locales, délibéraient et désignaient, alors là, un vrai représentant avec un mandat impératif. Et il n'était représentant que pour cette séance de l'Assemblée nationale, ou alors il désignait des représentants pour une plus longue période, les deux systèmes ont un peu cohabité, mais une fois que l'Assemblée nationale prenait une décision, ça revenait devant les assemblées primaires, et c'était les assemblées primaires qui statuaient si ça devait devenir une loi ou pas. En 1794, les acteurs de Thermidor, ça va de Sieyès à Napoléon, n'ont eu de cesse de dire la récréation est terminée, c'est fini. Il s'agit pour eux de détruire tout ce qui permet au mouvement populaire d'exercer sa souveraineté. Je vais vous faire quelques citations, je n'ai pas l'habitude, mais là je trouve que je ne résiste pas. Sieyès, qui est l'auteur du fameux pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?» qu'on présente toujours comme un des penseurs du tiers-État et du début de la Révolution. Ce qu'on sait moins, c'est que Sieyès est l'instigateur du coup d'État de Bonaparte, ce qui complète un peu le personnage. Je le cite. « Le peuple ne peut parler par lui-même parce qu'il n'a pas d'existence politique propre. Il ne peut parler que par ses représentants. » Boissy d'Anglas, 1794, un des auteurs du coup de force de Thermidor. Je cite, « La Constitution de 1793 organise l'anarchie, le pouvoir est trop faible et les assemblées primaires, donc les assemblées de quartier, livrées au suffrage universel sont une des principales sources d'anarchie parce qu'elles y concentrent un pouvoir important et que le peuple y est constamment délibérant. Seuls les meilleurs sont aptes à gouverner. » En grec, les meilleurs, ça se dit aristocrate. Ceux qui possèdent une propriété sont attachés aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois. Fin de citation. J'en ai encore un que je trouve assez cru, qui s'appelle Cabanis. Le vrai système représentatif, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple, rien ne se fait directement par lui. Il est souverain, tout se fait en son nom mais sans lui. Tous les pouvoirs, il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce absolument aucun. Ce qui faisait dire d'ailleurs à des Jacobins ce que je disais tout à l'heure, finalement, nous sommes citoyens, le temps de désigner à qui il faudra obéir ensuite. Et contrairement à ce qu'avaient exprimé les révolutionnaires de la Commune de Paris et ceux de février 1948, la sphère du travail est devenue isolée du politique. On oublie une chose, je reste encore dans l'histoire, que Thiers et MacMahon, qui participent activement à la fondation de la Troisième République, sont des monarchistes. La Troisième République a été fondée par des monarchistes. À ces pairs qui s'étonnent, qui s'engagent sur la voie du suffrage universel masculin, les femmes n'existant pas, il répond, outre que la demande est trop forte, 1830, 1848, 1871, n'en avez-vous pas assez d'être pris par surprise ? Le droit de vote sera le moyen de prendre régulièrement le pouls des classes dangereuses. Et en 1871, il s'est passé quelque chose de nouveau. Ces classes dangereuses se sont données des élites intellectuelles. Eh bien, le droit de vote sera le moyen de les absorber, le système représentatif, sera le moyen de les absorber et de les dissocier de ces classes dangereuses.
Et cette dissociation entre social et politique est fondée à ce moment-là, ce qui n'existait pas avant, et va durer, et dure encore, à tel point qu'en 1968, on obtient la reconnaissance de l'activité syndicale dans les entreprises et pas une revendication sur la reconnaissance de l'activité politique dans les mêmes entreprises, ou même ailleurs. Que faire de tout cela, hein? Eh bien, au fond, c'est de s'interroger doublement. D'abord, se demander si on est syndicaliste, si on participe à des actions, si l'enjeu fondamental de chaque lutte, ou derrière l'enjeu fondamental de chaque lutte, il n'y a pas, en creux, se doter du pouvoir nécessaire pour faire. Je dis bien pour faire par soi-même. C'est une question qu'ont très bien posée les Gilets jaunes, sans jamais la résoudre. Mais elle était posée. Et nous sommes un peu habitués plutôt à confier notre sort à de bons samaritains, soit des délégués, soit les négociations. Et le faire par soi-même n'est pas suffisamment là. Et alors, au-delà de l'action revendicative, c'est peut-être le moment de s'interroger s'il ne faut pas revoir comment des habitants d'un quartier, mon mission ça ne peut pas être simplement la ville, mais comment des habitants d'un quartier se fédèrent, pas pour se mettre d'accord sur tout, pour se mettre d'accord sur penser et faire ensemble. Il ne s'agit pas de créer ni une institution, ni même une association. Il s'agit de créer un lieu à la fois de débat et de réflexion, et un lieu où on décide ce qu'on peut décider, et on cherche à l'imposer. Et c'est une révolution dans la conception de la démocratie. Ah, pardon. Jean Breil, on ne discute pas après. Bien, alors, moi je suis plutôt attachée à essayer de parler de territoire et démocratie. Voilà. En rebondissant sur ce que Pierre vient de dire, prendre en main notre destin. Je commencerai par une phrase qui me parle beaucoup. Tout d'un coup, je ne sais plus le prénom, de Jean-Pierre Lefebvre? Non. Bon, bref, un sociologue communiste qui écrit « Le territoire, c'est la projection au sol des rapports sociaux ». Et moi, ça me fait vraiment cogiter, c'est-à-dire penser qu'en effet, toutes les façons dont nous pouvons vivre ensemble, ça se projette sur un territoire et dans un territoire. Je commencerai par signaler, ce que vous savez tous d'ailleurs, c'est que nous avons aujourd'hui beaucoup de signes d'une aspiration des citoyens à prendre en main, ou au moins à compter dans la vie politique et la vie quotidienne. Juste simplement, par exemple, ce qui se passe chez Pierre dans un village avec des comités d'habitants, la mobilisation et l'engagement fort de 150 citoyens sur le climat, qui, vous l'avez sûrement vu, sont assez acharnés à résoudre un certain nombre de problèmes, mais aussi l'onde de choc, à mon avis, d'un certain nombre de mouvements populaires contre des gouvernements autoritaires et leur volonté de conquête du pouvoir. C'est mondial aujourd'hui, donc c'est intéressant. Ce que cela signifie dans un premier temps, à mon avis, c'est que le système représentatif est en crise, sinon en déroute, en tout cas il pose un sérieux problème. Quelques signes, l'abstention massive aux élections prouve qu'on n'y croit pas, qu'un certain nombre de nos concitoyens n'y croient pas. La défiance des citoyens vis-à-vis de toute forme de pouvoir politique est flagrante aussi. Non sans raison, d'ailleurs, probablement. Les partis politiques et leur affaiblissement sont aussi un signe de cette non-volonté ou de cette méfiance que nous avons vis-à-vis des partis politiques.
l'impuissance du pouvoir face à des gilets jaunes, face à un prochain 5 décembre, etc., est aussi, à mon avis, un des signes de la problématique, enfin du côté problématique de la représentation aujourd'hui. Le fait aussi, à mon avis, que cette représentation, elle est complètement inégalitaire, c'est-à-dire que dans la représentation, on a très peu d'ouvriers et très peu de classes populaires. Donc déjà ça, on n'est pas représenté, ou mal représenté. Une des raisons peut-être, enfin en tout cas moi je l'associe beaucoup au beaucoup plus fort niveau d'éducation de l'ensemble de nos concitoyens aujourd'hui. Ce qui nous donne un esprit critique vis-à-vis de nos gouvernants et l'envie de mettre les mains à la pâte. Du coup, me semble-t-il, l'extrême développement, tant en réflexion qu'en action, de systèmes participatifs associant les citoyens. C'est là que je vais en venir. Quelques définitions rapidement, mais qui vont nous aider à y réfléchir. Toc, toc. Qu'est-ce que c'est qu'un système participatif par rapport, alors je vais me situer dans du participatif par rapport à du représentatif. Ce sont apparemment, enfin je crois, des procédures et des démarches qui associent les citoyens ordinaires, nous en quelque sorte, à un certain nombre de décisions politiques et sociales. On parlera peut-être quelques mots du politique par rapport au social ou du social par rapport au politique. Ça peut prendre très schématiquement deux grandes formes. Une démocratie institutionnalisée, que je dirais d'en haut, c'est-à-dire en quelque sorte octroyée, quand un pouvoir, quel qu'il soit, du maire au président de la République, propose une participation. Et nous adhérons, nous entrons dans un système qu'on nous propose, qu'on nous octroie. C'est souvent plutôt des formes de concertation ou de consultation, pardon, pas du tout de concertation, souvent plutôt une consultation, une information et une façon de légitimer une politique. Donc vous voyez que ce n'est pas celle qui a mes suffrages. Une deuxième façon de penser la participation, elle est acquise d'en bas, contrairement en haut. Excusez-moi pour le bas et le haut, mais enfin bon, bref. Et elle vient plutôt d'initiatives de citoyens eux-mêmes. Prendre la parole, revendiquer, protester, interpeller les autorités, subvertir, transformer les institutions, c'est une mobilisation des citoyens et on n'a pas attendu qu'on nous l'offre. Nous la prenons. Par exemple, à Créteil, alors je suis sociologue et j'avais monté un observatoire de la démocratie locale à Créteil. Et il y avait des comités de quartier dans tous les quartiers. C'était très, j'allais dire très à la mode, je reviendrai sur ces outils. Et une association. Eh bien, les comités de quartier marchaient dans les pas du maire, qui était assez charismatique, mais ne subvertissaient pas la politique municipale. Alors que l'association, elle s'appelait des Bords de Marne, elle était assez chicose, mais ça ne fait rien, elle se permettait de contester la politique municipale. Donc, moi j'ai vu vraiment une différence de posture entre une association qui acquiert par elle-même le pouvoir de participer et des comités de quartier qui étaient organisés par la municipalité, recrutés par la municipalité. Je vais être un peu dur, à la botte de la municipalité. Alors, ensuite, il me semble qu'avant d'arriver à ce qu'on peut faire dans une commune,
on peut essayer de réfléchir un petit peu aux échelles de cette participation. Est-ce que nous allons participer à une politique mondiale, à une politique européenne, à une politique française, à une politique de métropole, à une politique de quartier? La question se pose. Et il me semble que chacune de ces échelles va provoquer ou entraîner une participation un peu différente. Par exemple, il me semble que plus on est dans du micro-social, dans un quartier par exemple, plus on va avoir une intervention assez directe et quasi même possiblement individuelle. Alors que si on est sur une grande métropole ou sur l'Europe, on va être obligé d'avoir des institutions, enfin non, je ne vais pas prendre ce mot parce que là ça mélangerait tout, mais on est obligé d'avoir des actions beaucoup plus collectives. Donc on va avoir une participation qui va être assez différente, qui va être plus globale dans des territoires plus larges et plus vastes. On voit aussi, par exemple, je lisais dans le train un travail sur la ville de Montréal qui a beaucoup de niveaux de participation. Eh bien, il y a du coup concurrence, hein. C'est-à-dire qu'entre le quartier et puis la ville, avec des niveaux même intermédiaires, eh bien, il y a concurrence et chacun essaye d'empiéter sur l'autre. Alors ça, c'est dommage parce qu'on n'est plus dans notre système de participation, on devient dans un système qui s'institutionnalise et qui reprend les travers, on pourrait presque dire, de la représentation. Au niveau communal, qui est peut-être celui qui peut nous intéresser à Montluçon par exemple et ailleurs, alors je dois aussi avouer que j'ai été maire adjointe dans la ville de Vanves, qui est une ville de 25 000 habitants en banlieue parisienne, et que c'était la grande époque ancienne, 95 je crois, du début de la démocratie locale. On commençait à y penser et on mettait en place, avec beaucoup d'ambition, de fierté, en y croyant, un certain nombre d'outils de la démocratie locale, à savoir des comités de quartier, des comités de seniors, des conseils d'enfants et des groupes de travail sur un certain nombre de sujets. Je dois dire que j'en suis complètement revenue. C'est-à-dire que je ne crois pas à ces outils-là. Pourquoi ? Je pense d'abord que les gens qui sont, par exemple, dans les comités de quartier, font souvent écran aux autres. C'est des gens qui ont du temps, c'est des gens qui ont la culture pour le faire, c'est des gens qui sont souvent proches du maire. Moi j'ai vu que quand on changeait de mairie, toc, on changeait de comité de quartier et de participants, parce que c'était plutôt, pas les copains du maire, mais les gens plutôt d'accord avec lui qui y participaient. Donc, de nouveau, des gens qui font écran à d'autres, hein, c'est-à-dire qui empêchent que des ouvriers qui n'ont pas le temps, des gens qui ont des emplois du temps impossibles, l'aide-soignante avec 2 enfants et toute seule, ça, je fais référence au gilet jaune parce qu'elle m'a frappée celle-là, eh bien, elle n'a pas le temps d'aller dans un comité de quartier. Bon, donc déjà, ils font souvent écran, et ce sont souvent plutôt des catégories plutôt favorisées qui y participent. Ils sont souvent sans réel pouvoir, c'est-à-dire que rapidement, ces comités de quartier font la fête du quartier, l'animation du quartier, et éventuellement proposent un petit aménagement fleuri sur un... Alors j'exagère un tout petit peu, mais honnêtement, ils n'ont de pouvoir que ce que le maire veut bien leur donner, et en tout cas, moi, les expériences que j'ai vues, ben, les maires, ils n'ont pas envie de se déposséder de trop de pouvoir vis-à-vis des habitants. Je fais une incise, mais par exemple, il y a une expérience de budget participatif à Paris. Eh bien, je crois qu'il y a 5% du budget d'investissement qui est alloué, enfin qui est autorisé au comité d'habitants.
C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais enfin, 5%, bon, c'est pas tout le budget, loin de là. Enfin, ces comités, ces différents outils de la démocratie locale me semblent entraîner beaucoup de déception, beaucoup de frustration et avoir finalement de faibles enjeux. La seule réussite que j'ai trouvée dans ces outils de la participation a été a été fondée sur un projet. Je vous explique en 2 mots. Lors d'une énorme tempête, il y a un parc avant, un grand parc, qui a été complètement mis en chaos. Enfin, bon. Et on s'est dit, j'étais à la mairie à ce moment-là, on s'est dit, on va proposer aux habitants de venir nous aider à repenser la construction de ce parc. Et alors là, ça a été un tabac. C'est pas nous qui avons choisi les gens. Ils sont venus parce que ça les intéressait. Ils avaient des compétences formidables. Il y en avait qui connaissaient tous les arbres du parc, etc. Pour une fois, ce qu'on n'avait pas beaucoup fait avant, on a associé les services de la mairie à l'affaire. Alors les services, ils y allaient en traînant des pieds, en disant « Ouh, on va perdre notre temps, les habitants, ça c'est rien, qu'est-ce qu'ils vont... hein ?» Bon. Ils ont été absolument fascinés par ce que les habitants ont été capables de faire. Les habitants ont travaillé avec quelques élus et donc avec les services pendant 3 mois, je crois. On fait une proposition qui a été reprise, mise en œuvre par les services, et ensuite se sont dissous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés un comité de je ne sais pas quoi. Le projet était terminé, bien. Ils avaient mis toutes leurs compétences au service de cette affaire-là, et ensuite, ils sont partis faire autre chose. Donc, ils ne se sont pas installés non plus dans une représentation, etc. Donc, pour moi, parmi les outils de la démocratie locale, auxquels je ne crois plus beaucoup, je l'avoue, eh bien, cette idée de se mobiliser sur un projet et de s'arrêter quand le projet est abouti, me paraît peut-être une des solutions. En fait, il me semble que plutôt que des... Ah si, j'avais un autre petit exemple quand même, c'est dans une autre ville du 92, à Meudon, le maire avait décidé de monter des nouveaux immeubles dans un quartier qui était déjà très dense. Donc, une association de citoyens a décidé que c'était pas bien de décider comme ça tout seul pour un maire et qu'il fallait demander aux habitants leur idée sur ce qu'il fallait faire sur cette friche, sur cet endroit. Donc ils ont fait une espèce de référendum, questionnaire, etc. Le problème, c'est que le résultat de la consultation populaire n'a pas trop plu à l'association de bobos qu'il avait organisée. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, les habitants? Un parking, évidemment. Et donc, l'association était un peu déçue. Qu'est-ce que j'en tire? Non pas que les habitants sont des idiots, surtout pas. Simplement que je pense que, comme ça se fait en ce moment sur le jury sur le climat, le jury citoyen sur le climat, il faut un temps d'apprentissage, de connaissance, d'éducation pour réfléchir à un problème. On n'est pas de façon innée, même les élus qui croient qu'ils le sont, ils ne le sont pas. On n'est pas tout de suite expert sur un sujet. Il faut du temps long et de l'apprentissage. Alors, plutôt que des outils dont je viens de faire un peu le procès, je pense qu'il faut des conditions de la démocratie. Il faut d'abord probablement une volonté politique. C'est-à-dire que si les politiques ne sont pas dans cette perspective, eh bien, ça sera extrêmement difficile de les subvertir et d'aboutir à quelque chose. Il faut aussi que les citoyens et les habitants croient que c'est possible. Ça va un peu l'un avec l'autre, mais il faut y croire. Si on se sent impuissant, eh bien, on n'y arrivera pas. Ensuite, je crois qu'il faut penser, il faut réfléchir
aux façons de construire cette participation. Et la question se pose de nouveau, est-ce qu'on donne des mandats à un certain nombre de gens, ou est-ce que ça va reproduire de nouveau des représentations et des écrans? Comment est-ce qu'on les contrôle si on leur donne des mandats? Est-ce qu'on peut les révoquer? Comment les révoquer, hein? Ils ne sont pas à vie, c'est nous qui... Enfin, c'est nous, c'est l'Assemblée, c'est les citoyens qui peuvent décider que là, ça ne va pas et qu'ils ne font pas comme on voudrait. Donc, un contrôle permanent sur ces personnes qui travaillent pour ou avec les citoyens. La question peut se poser d'un tirage au sort. Vous savez que ça arrive dans plusieurs endroits. Par exemple, comment est-ce que ça s'appelle, la Convention citoyenne pour le climat, c'est des gens qui ont été tirés au sort. Alors, le tirage au sort, il a sans doute un peu l'avantage d'une certaine égalité, d'une certaine hétérogénéité, parce qu'on n'a pas la représentation, de ne pas professionnaliser des gens, hein, c'est des gens qui sont tirés au sort, donc ils ont tous les métiers du monde, ça permet l'hétérogénéité, et ça permet de ne pas avoir une professionnalisation politique, mais ça peut être un peu compliqué d'être tiré au sort et d'avoir cette assemblée dont on ne sait pas très bien comment faire. Au final, alors, si, une chose très importante aussi, et que j'ai beaucoup vu à Romans-sur-Isère, qui avait fait un programme de démocratie participative tout à fait intéressant, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que nous devons toujours, en tant que citoyens, avoir les moyens d'évaluer où en sont les projets, où nous en sommes par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Et ça, je crois que c'est aussi une très bonne façon d'être sûr, d'être actif et d'être partie prenante dans ce qui se passe. Alors, quelques exemples très vite. Il y a un budget participatif à Paris, je vous en parlais. Il y a en Finlande un droit d'initiative citoyenne qui fait que quand 50 000 citoyens proposent un texte de loi, eh bien, il faut le mettre à l'Assemblée. C'est tout à fait intéressant. C'est ce qu'on a essayé de faire sur l'aéroport, mais j'ai l'impression qu'on s'est bien planté. Il faudra analyser pourquoi. À Barcelone et à Madrid, il y a vraiment des politiques de participation tout à fait intéressantes. Et puis, moi, dans un tout autre domaine, je travaille dans un mouvement qui est pour la participation de citoyens dans la recherche, parce que là aussi, hein, un peu comme dans le politique, les chercheurs, ils sont sur une autre planète, mais ils peuvent avoir aussi lien, hein, et nous pouvons avoir notre mot à dire. Et par exemple, l'INSERM, l'Institut de recherche médicale, travaille beaucoup avec des associations de malades qui, eux, sont en capacité, parce qu'ils ont l'expérience, de pouvoir dire quelle recherche est importante, quel problème est important, etc. Ils ont un autre savoir que celui des chercheurs, mais qui est absolument indispensable. Je finirai juste sur deux choses. Je pense que la participation, elle inclut le social dans le politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une participation politique et puis une participation sociale. Je crois qu'il faut articuler les deux. Il faut se servir de notre expérience sociale pour l'expérience politique. Et enfin, mais on fera ça une autre fois, je crois que les nouvelles technologies permettent des formes de participation que les jeunes savent extrêmement bien utiliser et qui pourraient renouveler considérablement la participation citoyenne. Je vous remercie. Voilà le deuxième temps venu, c'est-à-dire... Voilà le deuxième temps venu, celui de l'échange. Ne perdons pas notre temps. Il y a, je crois, assez de matériaux, il nous a été dit, pour dire, penser, parler d'expérience, etc. Allez, allez-y. On vous a assommé.
bien quelqu'un se lance. Oups là. Bonsoir. Je trouvais très intéressant vos témoignages, notamment par rapport à comment faire participer les gens ou autres. Et on se rend compte aussi quand on essaye d'aller vers les gens, de leur dire oui, mais le pouvoir il est entre vos mains ou autres, les gens, comme vous disiez, n'y croient pas, n'y croient plus. Et c'est assez difficile de justement les mobiliser sur ces questions-là et de leur faire prendre conscience de tout le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. Parce que voilà, les différentes expériences que vous contiez, très clairement, on a du pouvoir entre les mains, chaque citoyen qu'on est, et on peut faire changer les situations. Mais les gens ont une telle résignation, et on leur dit tellement souvent que non, c'est comme ça, et pas autrement, qu'ils ont cette résignation, et je trouve que c'est très difficile de porter un discours différent. Et ça demande beaucoup d'énergie également. Et c'est sûr que quand il y a des expériences qui fonctionnent, il faut les mettre en avant pour justement pouvoir après partir de l'existant, on va dire, de ce qui s'est fait pour promouvoir ce type d'action. Et après, c'est plutôt un témoignage sur le tirage au sort dont vous parliez. Donc nous, au sein du travail, il n'y avait pas pour les élections représentatives du personnel, il n'y avait pas de liste de syndicats. Donc les représentants du personnel ont été tirés au sort. Et on peut se dire comment ça va se passer parce que c'est pas toujours évident, on se retrouve représentant du personnel, il n'y a pas forcément... Et les gens prennent le temps d'apprendre. Et en définitive, le collectif se régule par lui-même. Donc par moment, oui, vous en avez content, d'autres moins. Et ça se fait assez naturellement au final. Et chacun s'investit à sa hauteur, comme il le peut. Mais d'une façon, pour le moment, le retour que j'en ai, c'est quand même relativement positif. Oui. Je voulais savoir si les comités d'habitants ont une existence juridique ou légale. Est-ce que ce sont des associations, loi de 1901, ou comment ça fonctionne? On va demander aux intervenants de répondre. Ça vous permettra de réfléchir un petit peu. Je commencerai par la deuxième question. Est-ce que les conseils d'habitants ont une existence juridique? La loi prévoit des comités, et éventuellement des comités d'habitants, mais qui sont, à mon sens, ce qu'évoquait Bénédicte, du trompe-l'œil. Voilà. C'est-à-dire que, vraiment, pour ce qui est du partage des responsabilités au niveau d'une collectivité, rien n'est prévu. Lorsque nous avons fait le conseil d'habitants, nous sommes partis de cette idée. Et on a même rencontré la mairie de l'époque en lui disant « on ne vous demande pas votre avis, on vous annonce par courtoisie qu'on fait ça. Notre objectif, c'est que ça soit les habitants. Le conseil d'habitants n'est pas une structure. On a même réfléchi, est-ce qu'on va faire une association ou pas? Non, ce n'est pas une structure. C'est les habitants qui se réunissent, ceux qui veulent. Ça peut changer, suivant les sujets et tout. Et nous souhaitons que les élus rendent légal ce qui ne l'est pas, en écoutant et en adoptant ce que souhaitent les habitants. On a tenu 1 an et demi comme ça, ou 2 ans, et après, la maire a démissionné. La maire a démissionné parce qu'on la dérangeait. Et là, il y a un nouveau maire. Alors c'était le seul élu qui était à l'origine de la création du conseil d'habitants. Mais c'est très symptomatique que ce soit lui qui a été élu. Et on est dans un processus où notre objectif, c'est qu'à terme, le conseil d'habitants, pour nous, est quelque chose d'indépendant. Il n'est pas créé par les élus. Il ne rend pas compte aux élus. Il dit ce que les habitants veulent. Il n'est pas l'appendice, ce n'est pas une commission municipale. C'est pour ça que nous avons choisi le profil d'une structure très souple. D'ailleurs, puisque Bénédicte en parlait,
Il y a évidemment une coordination, mais le tiers de la coordination est renouvelé tous les 6 mois. Il y a un animateur, c'est jamais le même. C'est-à-dire, c'est l'idée que ça tourne, que tout le monde puisse y être, et c'est vraiment l'assemblée ou la consultation des habitants, ce que je disais sur le référendum, qui pour nous est souveraine. Mais par exemple, nous avons donc restitué à la municipalité ça fait 56% du corps électoral pour l'instant, on va continuer, mais comme il y avait un conseil municipal qui se tenait, on a transmis. Et le conseil municipal a voté à l'unanimité d'adhérer au choix des habitants. Voilà. Mais donc il n'y a pas Là, la loi ne prévoit rien. Voilà. La loi ne prévoit rien. C'est une question de rapport de force. Ouais. Mais c'est important parce que ça conduit à réfléchir dans ces termes. C'est-à-dire qu'au début, ceux qui participent le plus au conseil d'habitants ne pensent pas forcément en termes de rapport de force. Et puis vient un moment où c'est ce que j'appelais politiser. Ouais. Voilà. Tant que j'y suis, je voudrais revenir sur un double aspect de ce que vous avez dit. Les gens n'y croient pas. Bah, c'est clair. Moi, je me souviens d'une réunion qu'on avait fait il y a très longtemps. Nous étions à l'époque au Parti communiste. Et on avait fait une réunion avec un groupe qui commençait déjà, ça s'appelait les communistes, les États généraux du communisme. Et on avait fait un travail sur des démocraties. Et tout d'un coup, il y a un copain qui éclate de rire. C'était un enseignant. Et on se demande pourquoi il rit, et il dit « Je me rends compte que quand j'arrive dans ma classe, le premier mot que je dis presque, c'est « asseyez-vous et taisez-vous ». C'est-à-dire que tout dans la société nous pousse vers ça. Lorsque les femmes ont eu le droit de vote à la Libération, l'argument donné par ceux qui ne voulaient pas le droit de vote des femmes, c'était que la majorité des femmes ne le demandaient pas. Je pense que c'était vrai. Jusqu'aux élections présidentielles de 65 incluses, il y avait nettement davantage d'abstention chez les femmes que chez les hommes. Aujourd'hui, l'abstention a pris un autre visage, c'est quelque chose de différent. Donc, évidemment, nous nous heurtons au fait que c'est pas dans la culture, c'est pas dans le réflexe. Le problème, c'est de commencer. Voilà. Le problème, c'est de commencer, de ne pas se décourager, il faut du temps, de créer des exemples, notamment à travers ce que Bénédicte disait sur les projets. Voilà. Et ça peut conduire à deux choses, et je m'arrêterai là. C'est cette question d'échelle que développait Bénédicte. Alors d'abord, je trouve important qu'elle ait choisi le mot échelle et non pas le mot niveau. Parce que dans notre culture de verticalité, à chaque fois qu'on monte, le niveau du dessus est plus important que le niveau du dessous. Alors ce qu'on veut faire, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Donc mais en même temps, cette question d'échelle, je vois, nous commençons à nous y attaquer dans notre conseil d'habitants. Cette question elle pose une question de qu'est-ce que c'est que la démocratie locale. Est-ce que la démocratie locale s'arrête à ce qui se passe dans la localité? Si on prend par exemple les services publics, les maires, les mairies sont complètement impuissantes devant les mairies, mais pas les habitants. C'est-à-dire que les habitants peuvent se donner plus de pouvoir. Et alors, ces échelles ne nous sont pas interdites. Nous habitons tous quelque part. Et sans y avoir jamais été, on a tous à peu près une idée de ce qui se passe au Moyen-Orient. On est capable de produire des idées sur quelque chose qui dépasse notre périmètre.
Et donc la démocratie ne se segmente pas, elle ne se sectionne pas. Elle s'approprie, alors c'est incontestablement plus facile de commencer par ce qui nous est immédiat, mais à condition que ça ne soit que commencer, et que ça ne nous limite pas à... Voilà. Je vois par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, on commence à être confronté à... Par exemple, se posent les questions de santé, d'équipements médicaux. Ça nous fait parler de la sécurité sociale. Que je sache, ce n'est pas un phénomène local. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Où on peut le prendre? Donc, il y a un glissement à partir de cet enracinement. Je veux juste dire un mot, puisque vous en avez parlé, et toi aussi, sur le tirage au sort. Je dois avouer que j'ai changé d'avis là-dessus. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais très favorable au tirage au sort. Et puis, je ne le suis plus du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je crains que ça nous renvoie, au fond, c'est ceux qui sont tirés au sort qui font, et ça prive les autres d'une confrontation importante de qui peut être porte-parole. Moi, je ne veux pas que mon porte-parole soit du Front National. Voilà. Et s'il a le droit d'être tiré au sort. Mais moi, j'ai le droit de choisir autre chose. Et je suis prêt à assumer un débat collectif pour dire pourquoi. Mais je ne veux pas qu'on me dépossède de ce pouvoir de choisir. Voilà. Après, je peux être minoritaire. Bon, c'est pas ce que je souhaite, mais je me suis exprimé. Et donc je crains qu'il y ait une espèce de raccourci là qui paraît commode. Enfin, moi je trouvais ça bien, donc je comprends vraiment qu'on l'évoque. Et puis le pire, c'est que c'est en l'expliquant que je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas là, dans ce système. C'est en le défendant que je me suis surpris moi-même en disant oh, qu'est-ce que tu racontes là? Voilà. Donc je crois qu'on ne gommera pas, il ne faut surtout pas gommer la confrontation. Sinon, justement, alors c'est la fin de la démocratie. On devient ou une agence de quelque chose, ou, ce qu'évoquait Bénédicte dans ce qui ne marche pas. Et c'est justement dans la confrontation, d'abord que les gens apprennent à se connaître et à se respecter. Quand on est tous d'accord, c'est pas difficile. C'est quand on n'est pas d'accord que la question d'être avec l'autre se pose. Et là, il y a quelque chose qui évolue dans la conception qu'on a des rapports sociaux. Donc c'est pour ça, j'en profite, je le dis, je comprends d'autant plus que il y a 1 an à peu près que j'ai changé d'avis en défendant ça. Oui, moi je suis intéressée bien sûr par cette question, comment mobiliser les gens. Et ça m'a fait penser que le début de toute cette réflexion participative, c'est, vous vous en souvenez sans doute, Porto Alegre au Brésil. Et pourquoi ça avait marché? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que le Parti des travailleurs avait pas assez d'élus et qu'il fallait qu'ils passent par la population pour pouvoir exister. Mais ça, c'est bon. Pourquoi Porto Alegre a marché? C'est parce que les gens étaient dans une sorte de survie et de besoin absolu. Besoin que le système des eaux commence à être organisé, besoin que les chemins soient à peu près viabilisés. Donc ils avaient vraiment, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on travaille, ils avaient des besoins et des intérêts vraiment extrêmement importants. D'où d'ailleurs enfin non pas tout à fait, d'où mon idée de projet, c'est plutôt qu'ils ont un intérêt et une compétence. Mais quand on est sur un besoin vraiment important, eh bien on se mobilise. C'est le seul ressort que je connaisse. Il y a aussi l'intérêt, parce qu'un projet, comme mon histoire d'arbre là, eh ben, c'est que les gens sont intéressés. Mais ça peut mobiliser peut-être moins de monde qu'un vrai problème. Dans un, je sais pas moi, dans une ville ou dans un quartier où il y a une route extrêmement dangereuse, par exemple, croyez-moi, ils vont se mobiliser. Quand il y a une fermeture de classe, les gens se mobilisent.
quand il y a un enfant, moi je travaille avec RESF, c'est-à-dire des réseaux sans frontières, tout d'un coup une classe entière s'aperçoit qu'un des enfants couche sous les ponts et est menacé d'être expulsé, et bien tous les parents tout d'un coup se mobilisent. Donc c'est des ressorts un peu à la fois, on pourrait dire, émotionnels, mais aussi d'intérêt et de besoin. Alors vous allez me dire, on n'a peut-être pas assez de besoins, mais je pense qu'on en a. Moi aussi, François Saez, militant multicap, un peu comme tout le monde. Et moi aussi, je crois que lorsque les gens sont confrontés à des situations insupportables, ils vont se mobiliser. Mais il faut que la situation soit insupportable. Et je crois, moi, que on est quand même confronté à un vrai problème. Tout à l'heure, vous avez parlé de la force du privé par rapport au public. Et je crois que les choses de ce côté-là ont beaucoup évolué, elles se sont beaucoup dégradées. Dans les années 70-80, Pierre Goldberg nous disait, et je l'entends depuis le dire régulièrement, il faut que tout individu devienne un citoyen et que tout citoyen intervienne dans la cité. S'il ne l'a pas dit 50 000 fois, il ne l'a pas dit une seule. Et de beaucoup d'entre nous, on l'a entendu faire, on l'a entendu dire, et on s'est mobilisé, et on a fait tout ce qu'on a pu, et on est intervenu dans les cités, dans les quartiers, dans les associations, partout. Encore que, à un moment, je crois que toute personne qui avance, alors je vais essayer d'imager mon propos, je crois que toute personne qui avance contre le vent avance d'autant mieux que le vent est faible. Mais quand le vent est fort, il avance déjà moins vite et quelquefois même il recule. Aujourd'hui, le vent, eh bien, ça peut être l'information. Dans les années 70, l'information, c'était le 20h. Aujourd'hui, ça commence à 6h du matin avec les infos en boucle là, qui tournent tous les quarts d'heure, et ça se termine à midi avec les grandes gueules. Parce que de 6h à midi, les personnes qui se mettent devant la télé, eh bien, elles sont omnubilées par ce qu'on va leur dire, et on les matraque, on les prépare, on leur dit ce qu'ils doivent réfléchir. Alors moi, je me pose une vraie question. Je participe toujours à plein d'associations, mais je trouve que là, ça s'affaiblit. Et je pense que revenir à de la vraie citoyenneté, à de l'intervention citoyenne, mais aussi faire que les élections aient leur place. Tout à l'heure, il a été dit qu'on nous donne le choix de temps en temps d'aller choisir notre propre dictateur qui nous dira effectivement comment se taire. Je crois que c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Et même à côté de ça, si des fois on ne se taisait pas, eh bien, il y aurait des structures suffisamment riches pour contrecarrer ce que, éventuellement, nous, on pourrait mettre en place. Je prends un exemple en Californie, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des feux très très importants, et bien il y avait des personnes qui étaient suffisamment riches pour se payer des pompiers privés. Alors, qu'adviendra-t-il si le privé, entre guillemets, enfin quand je dis le privé, c'est le capitalisme sous toutes ses formes, hein, qu'on soit très clair, hein, toute la finance, tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, parce que moi j'ai le sentiment très très pur que le vent contraire qui nous agresse fait que nous avons reculé. Alors moi je pense, je ne suis pas défaitiste, hein, je suis optimiste, je pense que les choses vont s'arranger, je pense que demain on aura bientôt le TGV à Montluçon et qu'on sera capable de... Oh pardon, excusez-moi, je suis Et la 5G, un peu utopique aussi, voilà, Pierre me le disait souvent. Alors moi je me pose ces questions. En face de nous, on n'a pas rien, on a des forces très fortes. Je suis arrivée en retard, mais j'ai quand même compris que vous parliez du pouvoir et des gens qui sont soumis alors qu'ils sont censés être représentés. Et ça m'a d'abord frappée parce que je ne m'attendais pas à ce que la discussion tourne autour de ça. Alors qu'en fait, oui, il en est que question, mais je m'attendais... puisqu'on parle des territoires, je m'attendais
à une discussion sur ce qui se fait dans les territoires et le fait que les gens trouvent toujours des moyens de se fédérer et de faire des choses ensemble, ce qui est généralement un problème pour que ça trouve une représentation politique, voilà, pour que ça trouve une parole. C'est-à-dire que ce qui est effectif, ce qui est réalisé en territoire, se fait. Et il n'y a pas de parole politique qui vient se greffer dessus ou qui vienne dire que le territoire est riche de ça, riche de ce que savent faire les gens et qu'il y aurait là la possibilité d'un nouveau discours, ou d'une nouvelle réflexion, d'une pensée, quoi. Et alors la question avec les pouvoirs, je sais pas. J'ai l'impression que plutôt que les citoyens, les populations, ça serait plutôt un contre-pouvoir qui s'appuie sur ce qui existe en se disant bon, comme ça me plaît pas, comme le système représentatif est à la fois inerte et pas assez réactif, l'idée c'est de faire des choses entre les élections. L'idée c'est d'exister avec ce qu'on a à portée de main, ce qui est nécessaire. J'aime bien l'idée que vous avez soulevée du besoin. Et généralement, aux problématiques locales se joue le besoin, en fait. On trouve rapidement une réponse à ce qui fait besoin, et le besoin, ça réunit des gens, parce que sur un même territoire, on a des besoins communs. Il y a des nécessités qui se rejoignent. Donc les gens se rejoignent aussi. Voilà. À titre d'exemple, je suis nouvelle dans l'Allier, je viens d'arriver. Je suis contente de venir à l'atelier pour la première fois. Tout en venant d'arriver, je suis déjà bénévole dans une association qui est l'épicerie de Bézenay. Alors j'aime bien cette idée, je suis très enthousiaste. Et en fait, il s'est passé à Bézenay, petite localité, qui a son épicerie, l'épicerie ferme, ça n'est pas rentable, c'est un Vival classique, et les gens du village ont trouvé dommage de perdre leur épicerie. Et ils se sont réunis en association pour conserver l'épicerie. Et le challenge s'est joué sur la racheter, et c'est l'association qui l'a rachetée. Et cette association a tenu à ne pas avoir de président, à ne pas avoir de bureau dans la mouture classique. Et ça a posé tout un tas de problèmes, alors que la loi n'impose pas en fait qu'il y ait un président, etc. Donc, bataille, et ils arrivent à avoir un crédit à la banque, à acheter l'épicerie avec une association qui n'a pas de président. Et l'association a ce succès-là, qu'elle a permis de faire vivre l'épicerie. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas communautaire au début, mais qui là le devient. Et les habitants de Bézenay, même ceux qui étaient pas d'accord avec l'idée au début, sont très fiers d'avoir une épicerie. Et ça associe énormément de choses qui ne sont pas l'épicerie en elle-même, quoi. Ça associe faire ensemble, ça associe être content d'avoir une épicerie et une vie dans le village. L'alimentation, c'est un besoin qui lie les habitants entre eux. Et puis il y a des gens comme moi qui arrivent là et qui disent tiens, c'est marrant, l'expérience de vie a l'air intéressante, et sans habiter à Bézenay, je suis quand même bénévole à l'association, et j'apprends beaucoup dans une structure qui n'a pas de tête. C'est très étonnant de participer à ça, voilà, c'est très instructif. Donc éducation populaire, j'ai l'impression que les choses se font avant qu'elles soient pensées, en fait. Il y a une réponse qui se fait collectivement à un besoin, et la structure s'invente au fur et à mesure. Est-ce qu'il ne faudrait pas croire à ça? Est-ce que c'est possible de répercuter ça sur une échelle, sur un territoire beaucoup plus vaste que celui de Bézenay? Bien sûr, les questions sont posées, mais la modalité locale a quand même l'effet d'une expérience enthousiasmante, réussie en tout cas. Voilà.
Merci. Oui. Moi, je veux dire que les deux introductions qui ont été faites là m'intéressaient beaucoup parce que quand on parle de démocratie, c'est une chose, mais après la démocratie au jour le jour pour un citoyen lambda, on peut avoir plein de pensées dans sa tête sur les questions qui existent dans la vie au niveau des transports, au niveau de la santé, au niveau de différentes choses comme ça. Et on ne voit pas quoi en faire. Alors, bien sûr, Pierre parlait de réunions de quartier. Moi, je suis molussionné de longtemps, mais j'ai été presque tout le temps ailleurs. Et je suis revenu à la retraite. Et ça ne me semble pas facile, forcément, si on se restreint au quartier. Il y a aussi des questions de thèmes, par exemple les questions sur les transports, j'ai dit sur la santé, des trucs comme ça, et il faut savoir où les faire remonter, comment les défendre, apporter qu'est-ce que l'on peut avoir comme pensée là-dessus. Et je trouve qu'il y a quelque chose à creuser. Merci. Je me greffe sur l'exemple de l'épicerie de Besnay que je connais un peu parce qu'on a un de nos membres qui nous en parle chaque année. Les femmes qui ont créé une coopérative et qui aujourd'hui dirigent la librairie des Volcans ne savaient pas diriger avant. Et elles ont fait. On pourrait dire, non, l'entreprise en bas est tisane. Ouais. Ça m'amène à l'observation, les gens bougent s'il y a un besoin. Je demande à être convaincu. Je m'explique. Il est possible que je sois contredit dès le 5 décembre, et je souhaite être contredit, que les problèmes des retraites fassent une mobilisation sans précédent. Mais pour me faire comprendre, je veux dire, pour moi, ce n'est pas l'élément premier que le besoin existe. Parce que regardez cette ville de Montluçon, l'hôpital, les écoles, la SNCF, EDF, j'arrête, je continue. 1000 et une raisons que les gens se mobilisent. C'est dramatique ailleurs. Mais j'expliquerai comment ils sont venus tout à l'heure. Heureusement que vous avez partiellement que pris le train, etc. Ce que nous avons voulu dire avec cette rencontre de ce soir, c'est de faire prendre conscience qu'il nous revient en tant que citoyens de prendre le sort de la localité en main, et ce faisant, nous prenons en compte le sort de la localité, de la réalité nationale. Je veux dire que toute petite expérience qui conduit à dire mais l'existence, le devenir de notre hôpital, c'est notre affaire, amène à dire, tu le disais tout à l'heure, l'argent, qui dirige l'hôpital, etc., etc. Ce que nous avons voulu faire grandir ce soir, c'est l'idée du pouvoir des citoyens. Au sens où nous l'indiquions dans la lettre, prenons en main notre sort commun. Phrase très utilisée au fédéré, parce que ça nous semble un problème fondamental de dire ça. Donc je crois que on nous a souvent dit, à propos du fonctionnement de l'atelier, peut-être que vous travaillez trop dans l'idéologie, pas dans le concret. Nous avons tenu compte de cette observation et nous voudrions que l'exemple de ce soir, et je n'en prendrai que la soirée de ce soir, je ne prendrai qu'un exemple, fasse croître la lutte pour défendre l'hôpital. Mais j'aurais pu dire la SNCF, etc. Voilà, donc je crois que c'est pas... Les besoins existent. Je pense que nous sommes face à un dilemme où l'historique fait par Pierre, ça a été de dessaisir les gens, de les faire que bouger pendant 10 minutes dans l'isoloir. Ce que nous voulons à l'envers, c'est dire le pouvoir. Il est là et il faut le prendre et le faire vivre. C'est un pas incontournable, à mon avis, si nous voulons avancer. Moi, je veux simplement dire que l'hôpital de Montluçon est de qualité. Mais ce n'est pas l'objet du débat. Hein. Non, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je veux qu'on le dise. Bien sûr. Parce que moi, je l'ai connu au départ et je le connais maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Et pour Montluçon, c'est bien d'avoir un hôpital comme on a. Peut-être à vous. Oui. Vas-y, là-bas. Attends, là-bas.
Non, s'il y a quelqu'un... S'il y a quelqu'un d'autre, pardon. Excusez-moi. Moi, je crois que ce qui est intéressant et ce qui est venu, c'est l'idée du commun, du collectif. C'est-à-dire, quelque part, on n'est plus dans le domaine de la décision privée, mais il y a quelque chose qu'il faut ensemble examiner, délibérer pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc à ce moment-là, on a des gens qui se mettent à dire on a des choses en commun, et sur ces choses en commun, on a un point de vue et on a aussi des propositions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le sentiment du commun s'agrandit et s'élargit. Que le sentiment qu'on a une planète sur laquelle il y a un certain nombre de phénomènes qui, si on n'y met pas bon ordre, vont entraîner des conséquences gravissimes pour l'espèce humaine, que les gens, de plus en plus, en ont conscience. Et qu'à un moment donné, il peut y avoir action, pas seulement sur le problème local, du quartier, de la ville, mais que tout se tient, comme disait, je pense, Pierre, tout se tient, et qu'à un moment donné, le moindre des problèmes qu'on va traiter, c'est aussi un fil à tirer pour le reste. Et que quand on est, par exemple, dans la problématique communale, c'est bien évident qu'on ne peut pas s'abstraire des notions de service public, de comment est-ce qu'on fait fonctionner un certain nombre de choses qui sont des besoins à satisfaire pour les citoyens, comment on le fait. Hein, et donc, il y a des choix fondamentaux aussi, parce qu'il y a des pays et il y a des gens qui souhaiteraient que ça soit aussi l'entreprise qui réponde à ça. L'entreprise étant censée être la meilleure, savoir comment on fait, être rentable. Et nous, on est sur la notion de service public avec cette prise en compte du commun. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a cette volonté, les gens ont ça, et les gilets jaunes, quelque part, c'est aussi ça. Mais après, comme le disait François, on a au-dessus de nous, en face de nous, un système extrêmement fort, qui tient absolument tous les leviers, et notamment sur l'information, la communication, c'est-à-dire que sans arrêt, tout est fait pour tromper les gens sur les enjeux, tromper les gens sur ce qu'il faut répondre. Et quand on regarde la manière dont la plupart des télés et des grands médias ont traité les gilets jaunes, c'est quand même pour une large part, hein, c'était des leçons pour les gens qui étaient des gens qui savaient rien faire, qui se mêlaient des choses. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à... Mais c'est pas facile, je m'en aperçois, y compris dans la préparation des élections municipales à Montluçon. Arriver à mettre les gens en tas et dépasser les petites choses pour parler du fond. C'est-à-dire ici, à Montluçon, qu'est-ce que les gens pensent des transports publics gratuits, qu'est-ce qu'ils pensent pour avoir une politique de l'eau, qu'est-ce qu'ils pensent des services publics communaux, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un climat global qui peut se prêter, mais en même temps, les obstacles sont très forts, et c'est vrai que le communal peut être le fil à tirer, mais que derrière, il y en a beaucoup. Oui. Pourtant, on a toujours cité la décentralisation comme un acte démocratique majeur. Et avec la décentralisation, on a presque anéanti l'efficience des services publics. Je prendrai un exemple transport que je connais un peu. Il y avait l'État qui faisait fonctionner la SNCF, et pendant très longtemps, elle a été l'entreprise reconnue comme fonctionnant bien par sa rigueur, son exactitude, même si elle avait quelques petits trucs à se faire pardonner, mais vous avez pu constater vous-même aujourd'hui que c'est plus tout à fait ça. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a décentralisé. L'État n'est plus le régulateur des transports.
il a modifié considérablement la gouvernance en confiant aux régions et ensuite aux localités, aux métropoles, et la loi LOM va confier aux intercommunalités qui auront de nouvelles compétences pour organiser les transports sur leur territoire. Ça veut dire qu'on transfère le pouvoir d'organiser au plus près du citoyen. Bon, c'est un leurre pour la SNCF, c'est un leurre complet. On peut le démontrer très facilement. Mais en fin de compte, on a fait preuve de démocratie en transférant le lieu de pouvoir, mais bien entendu sans en confier les moyens. C'est là où le débat est complètement pipé, parce que on peut avoir du pouvoir, mais si on n'a pas les moyens de l'exercer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a, et ça s'est vérifié avec la fusion des régions qui ont accentué les problèmes, notamment de transport, mais d'autres, accentué les problèmes de démocratie, et pourtant l'État nous dit, on démocratise énormément, et on amène le pouvoir au plus près du citoyen. Il y a là quand même un paradoxe avec tout ce qui a été dit avant. Quelqu'un d'autre veut intervenir? On va demander à Pierre de répondre. Et là, Bénédicte. Je réponds en vrac. D'abord sur la force du capital ou de nos gouvernants. Écoutez, il y a des brèches, il y a des failles. L'inquiétude du gouvernement aujourd'hui face au 5 décembre est quand même un bon signe. L'inquiétude et l'essai de réponse maladroite du gouvernement face aux gilets jaunes est quand même un bon signe. Moi, j'ai un souvenir à la fois cuisant et triomphant, c'est le non au traité européen. Alors ça a maintenant au moins 10 ans, mais c'est un grand fait d'armes, je trouve. On nous avait traités de petits crétins, à peu près, de débiles, de niais, et il y avait eu une réflexion collective à travers Internet qui était formidable, et le non a triomphé. Alors d'accord, après le oui a remporté, enfin bon, on nous a un peu entouré, mais on a quand même des victoires, et je pense que c'est sur celle-ci qu'il faut asseoir la possibilité de protester et d'exister. Sur le commun, il me semble que l'écologie et le climat et toutes les questions de dégradation de l'environnement sont un signe du commun et entraînent du commun sur tout le reste. Enfin, ça me frappe que c'est peut-être la question sur laquelle l'idée du commun a le mieux surgi et finalement peut se diffuser un peu partout. Ensuite, il me semble que le problème global du transport ou de la santé ou même de l'écologie, moi je ne pense pas que par la participation il faut l'aborder de front. On l'aborde, je crois, par le premier, je reste sur la notion de besoin ou d'intérêt, on l'aborde parce qu'à Montluçon on ne peut pas arriver en train. Bon, et bien ensuite, ça devient un problème plus global et plus général de transport. Mais ça commence par être, moi je ne peux pas venir à Montluçon en train, crotte, pardon. Mais ensuite, on en fait un problème plus global et plus général. Et moi je suis en ce moment en train de faire un travail d'enquête auprès de jeunes qui montent des projets associatifs de tous ordres. Ils sont beaucoup dans l'associatif et dans l'initiative concrète, faire quelque chose. Et à la fin de mon enquête, je leur demande, est-ce que c'est politique? Eh bien, évidemment, disent-ils. Donc, pour beaucoup, enfin en tout cas pour ceux que je rencontre, parce que je les choisis comme ça,
c'est pas de faire des grandes réunions à discuter sur les transports ou la santé qui va faire avancer les choses, mais c'est leur leur centre de ressources, leur tiers-lieu, leur association qui, à partir de là, va arriver sur du global et du politique par conséquent. Donc là, j'ai un petit espoir. Et enfin, bien sûr que votre exemple, et tu l'as tout de suite dit, toutes les entreprises autogérées, elles ont été confrontées à ça et elles ont appris, alors les tisanes en particulier, mais les Lejabi, même si elles se sont un peu cassées la figure, par exemple, et des tas d'autres. On a un copain, un camarade, Benoît Boris, qui travaille vraiment beaucoup là-dessus, et la nécessité fait loi. Hein. Et avec beaucoup de succès, et avec beaucoup d'autres ressorts que simplement l'entreprise capitaliste. Et à la suite de ce que vient de dire Bénédicte, je voudrais revenir sur plusieurs aspects. D'abord, je crois que la prise d'initiative est quelque chose de très important, parce que je crois qu'il y a le besoin, mais pas seulement. Parce que je rejoins ce que disait Pierre. Les gens, à la limite, sont enfouis sous des tas de besoins et ça finit par écraser plutôt qu'autre chose. C'est la perspective de pouvoir affronter ou de pouvoir tenter quelque chose. Et je vais faire un petit détour, excusez-moi. Mais il s'est passé quelque chose au XXe siècle qui, à ma connaissance, ne s'est jamais produit dans l'histoire. C'est que tous les espoirs qui ont traversé des millions d'êtres humains sur la planète se sont avérés vains. Il y a ceux qui étaient admiratifs de l'Union soviétique, je ne vous fais pas de dessin. Il y a ceux qui attendaient le triomphe de la social-démocratie, vous savez ce qu'il en reste. Il y a ceux qui ont pensé que De Gaulle incarnait un progrès de la société et de la nation, et voilà. Et il y a ceux qui, rien de tout ça, mais ont considéré que le développement des technologies participait au développement des sociétés. On en revient un petit peu. Il faut avoir la couenne sacrément épaisse pour continuer à espérer. Ou alors, il faut considérer qu'il y a une seule chose qui n'a jamais été essayée. Une seule. Tout le reste a été essayé et a capoté. C'est le faire par soi-même. Ça n'a jamais été essayé nulle part. Et c'est l'exemple que vous prenez, ou celui qu'on a pris à quelques-uns. Et alors, si on est sur le qu'est-ce qu'on fait, c'est pas seulement qu'on produit du commun, c'est bien sûr, mais vous l'avez dit, je vais pas le répéter. C'est qu'en même temps, dès qu'on envisage de faire quelque chose, on perd son statut de victime pour devenir acteur. Ça n'a plus rien à voir. Je ne subis plus, je cherche à faire. Et c'est très important. Les gens qui sont écrasés, à une époque, à l'humanité, on avait fait une enquête sur les électeurs du Front National. Ça remonte. Hein. Et alors, ce qui était très net, c'était ce ressentiment, parce qu'on était écrasé, et donc il fallait s'en prendre à quelqu'un. Là, pouvoir se dire, nous allons faire par nous-mêmes, ça va à la vitesse où ça ira, mais on sort d'une situation. Déjà, quand on l'envisage, rien qu'en l'envisageant. La prise en charge par les femmes du problème du harcèlement est un exemple de victime à actrice. Oui, c'est un excellent exemple, effectivement. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui se modifie complètement. Et donc l'idée de commencer même petit me semble être quelque chose de fondamental. Surtout que on ne peut pas, comment dire, quand on veut faire par soi-même, le surplace n'est pas possible, quoi, sinon ça s'effondre.
il faut être continuellement en train de chercher comment corriger, comment avancer, comment élargir. Et donc, on est déjà dans une posture qui est complètement différente. Complètement différente. J'évoquais le conseil d'habitants à Moncey, ça rejoint un peu l'exemple que vous preniez. Je disais, on a une coordination qui tourne parce qu'il ne faut surtout pas ossifier. Surtout pas ossifier. Donc, il n'y a pas de structure. Il faut que ça soit le plus... Il n'y a que des mots péjoratifs, c'est bête. Il faut que ça soit le plus flasque possible, le plus souple possible. Voilà. Et là, en ce moment, une des animatrices, elle l'écrit d'ailleurs dans Cerise, une des animatrices, au départ, nous avait dit « votre truc, j'y crois pas ». Et elle a mis 1 an avant de venir. Et puis un jour, c'est quelqu'un qui l'a amenée, elle est venue par curiosité. Elle a commencé d'ailleurs, la première fois qu'elle est intervenue, par critiquer « mais pourquoi vous ne laissez pas la mairie se débrouiller ?» et tout. Voilà. Et maintenant, c'est un pilier. Voilà. Parce que ça change sa position dans la société. On n'est déjà plus les mêmes, quoi. Mais ça a l'air de rien parce que c'est pas seulement, tu as complètement raison sur l'information, hein. Mais ça va au-delà de ça. Si je suis demandeur d'emploi, inconsciemment, je me mets dans un état de dépendance vis-à-vis de l'offreur. L'idéologie, elle commence là, avant même qu'il y ait la télé. Sinon, d'ailleurs, effectivement, on ne comprendrait pas le résultat du référendum en 2005. Il y a des moments où, quand les gens se saisissent, médias ou pas médias, ils passent outre. Voilà. Mais toute la société, finalement, est organisée, structurée pour nous mettre dans cette situation de dépendance. Mon vocable sur demandeur d'emploi n'est pas une boutade. Vous voyez, moi je dis souvent, je me méfie du mot emploi, parce qu'avec le mot emploi, il y a des employés et des employeurs. Ben, essayez de faire le même exercice avec le mot travail, parce qu'à part travailleur, vous ne trouverez rien. C'est-à-dire que le langage courant charrie des idées reçues beaucoup plus profondes qu'on ne pense. Et alors, je voudrais... Donc, c'est pas seulement le côté insupportable de la situation, c'est le côté perspective, c'est le côté quelque chose à faire. Et donc, on crée du projet en même temps. On crée du projet. C'est pas intellectualisé. Au début, il faudra que ça le devienne. C'est pas intellectualisé. Mais les gens qui participent au conseil d'habitants, tout d'un coup, ils ne voient pas ce que les élus ont plus que d'eux. Vous voyez ? Ils font pareil. Donc ils valent autant que les élus. Ah ben, ça change les rapports avec l'institution. Pour l'instant, ils sont sur l'institution locale. Mais en même temps, s'ils sont, entre guillemets, aussi intelligents que les élus locaux, ils peuvent être aussi intelligents que les députés ou que d'autres. Et ça commence. On sent, c'est comme un mouvement de reptation. Vous voyez, ça rampe vers... Hein, ça... Et alors, je voudrais rajouter juste un exemple à ce qu'a dit Bénédicte quand elle parle des brèches. Il y a un truc qui est complètement passé inaperçu dans l'actualité, alors ça, l'information. Du 25 au 29 août, il y a eu, dernier, donc c'est tout récent, une université d'été du MEDEF, à Longchamp, c'est-à-dire dans le 16e. Voilà, au hasard, hein, à l'hippodrome de Longchamp. Et alors, il y a quelques textes qu'on circulé et dont on a pu avoir connaissance. Et si je dois les résumer, ils suintent l'inquiétude. Le système libéral, c'est une citation, le système libéral est rejeté par une majorité de la population. Et alors, je ne vais pas vous le faire, mais j'aurais amené, j'ai des notes, moi, que j'utilise, un florilège de citations de gens qui défendent le capitalisme et qui disent « Ouh là là, attention, attention ». Et alors, ça rejoint ce que vous dites sur l'absence de parole politique.
c'est que leur conclusion, c'est de dire notre seule force, c'est qu'il n'y a personne en face. Je rajouterais pour l'instant. Et ça ne peut pas venir de ceux qui sont dans le système représentatif, ils sont trop enfermés. Ça ne peut venir que de démarches alternatives et qui s'interrogent. Alors c'est peut-être ça qu'il faut favoriser, c'est d'aider à s'interroger sur la portée de ces actes. Il faut commencer par le faire, ça c'est clair. Mais en même temps, je disais, c'est la poule et l'œuf. Hein. C'est-à-dire, je pense que chez personne, il y a de faire sans idée préconçue, quelle qu'elle soit, à l'avance. Elle peut être floue, ça peut être inconscient, ça peut être... vous voyez, mais il y a toujours quelque chose au départ. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et qu'il faut que ce soit une progression et que le faire, au bout d'un moment... Nous, on tient beaucoup à un truc au conseil d'habitants qui a l'air de rien. C'est tous les ans, on fait, là c'était avant-hier, une séance de bilan. Alors, dans cette séance de bilan, il y a tout ce qu'on peut... on est très content de nous, merci. Mais il y a tout ce qu'on peut améliorer pour le fonctionnement du conseil d'habitants. Et il y a tout comment se faire entendre. Et puis alors, quand on commence à être comment se faire entendre, on se tourne vers le maire en disant ah ben ça, faudrait nous répondre. Ah ben ça, c'est plus ma compétence. J'ai pas de pouvoir pour vous répondre. C'est l'étage au-dessus, si je puis dire. Ah, ça nous pose une sacrée question. C'est que du coup, ça nous fait nous interroger sur la conception de ce qui est en train de se passer, ce que je disais sur la loi NOTRe, et des limites d'un conseil d'habitants ou d'un cas. Voilà. On en est là, c'était avant-hier. Et là, cette interrogation, elle est très largement partagée. Et l'expérience qu'on a faite, parce que l'expérience qu'on a faite, que je vous citais, on a voulu prendre la vitesse. On s'est dit, il vaut mieux être les premiers à parler que les derniers. Hein. Il vaut mieux que ce soit les autres qui disent non que nous. Donc, on a pris de vitesse, mais consciemment, la communauté de communes. La communauté de communes va travailler sur la redistribution des terres et des occupations. Nous, ça y est, le maire va, à notre demande, s'est pointé à la communauté de communes en disant, voilà, moi j'ai 57% ou 58%, j'ai oublié, 57 ou 58% de la population qui me demande de vous dire ça. Pas de réponse. Mais personne ne l'a envoyé paître en disant on s'en fout, quoi. Ouais. On en est là. Donc on est. Et je crois que cette idée de pas, à la fois pas tout vouloir régler, mais s'engager tout de suite, me paraît quelque chose d'important. Il est 20h10. Encore un peu. À propos du faire par soi-même, dont tu viens de parler, Pierre, sans faire dire à un projet montluçonnais ce qu'il ne peut pas dire, etc., mais est-ce que vous ne pensez pas que ce faire par soi-même, c'est la marque première de la construction lise du centre de santé, c'est ça? Oui, là tu as... Bravo. Parce que je vous ai envoyé un petit texte et j'ai commis l'erreur de mettre maison de santé. Je reconnais. Le centre de santé de Bien-Assis, d'après ce que je sais, qui devrait finalement arriver au bout, s'il n'y a pas de difficulté que je méconnaisse, mais à toujours il portera l'empreinte que c'est les gens qui ont démarré ça. Bon sens et un encouragement, nous allons avoir le premier centre de santé, c'est parti d'un quartier populaire, avec des militants citoyens, bien sûr. Mais quand même, il y a cette marque, exemple qui peut encore être améliorée. En ce sens, je serais assez d'accord avec toi à la réflexion, Bénédicte, c'est ces gens qui se sont dit, et qui ont réussi à faire que démarre après l'apport des professionnels, je pense aux médecins, etc., mais s'ils se disaient, mais dis donc, notre hôpital, ça ne va pas alors dans ce cas-là. Vous voyez? Alors on a fini. D'abord vous remercier, vous, d'être venus. Et puis maintenant, je vais vous raconter leur périple. Il y en a un qui est parti en voiture de ce fameux village révolutionnaire et qui est venu jusqu'à Moulins. L'autre a pris son petit train à Paris, est arrivé à Moulins, mais avec, pardon Daniel,
une quinzaine de minutes de retard. Bah, c'est rien. Et tout à l'heure, ils ont un petit casse-croûte dans leur voiture et ils repartent à côté, ils repartent chez Pierre, pour tout vous dire. C'est pourquoi je vous dis, chacun pense ce qu'il veut de leurs deux contributions. Mais un petit coup de chapeau pour avoir fait ça... Non, c'est pas ça. C'est surtout que les transports sont quand même nuls. Oui, mais vous n'auriez pu ne pas venir. Le 12 décembre, si Jean et Dominique peuvent me compléter, nous serons à 18h avec Gérard Mordillat. Nous avons, vous le savez, entamé une année de coopération avec Mordillat. Saint-Vincent. Nous avons fait le travail, et tiens, ne dis rien, tu n'as plus le droit à la parole, nous allons faire l'emploi au mois de décembre. Mais telle est la séquence du film de Gérard Mordillat. Et avec l'idée toujours, prenons en main, etc. Juste pour vous mettre en appétit, en janvier, nous peinons pour organiser, c'est pas simple, avec la SNCF. C'est en très bonne voie, comme on a fait pour la SNCF. Et en février, nous reprenons notre périple avec Gérard Mordillat. Les dates et les lieux vous seront communiqués. Il y a eu beaucoup d'intervenants, d'intervenantes ce soir. Alors peut-être le faire par soi-même, je vous propose une première démarche. Par exemple, une adhésion à l'atelier. Pourquoi? Non pas parce qu'une espèce de patrie... Non, c'est que plus nous serons, plus ensemble nous verrons comment nous pouvons faire par nous-mêmes. Et on se réunit le 3 décembre. Pardon? On se réunit le 3 décembre. Et on se réunit le 3 décembre. Alors s'il y en a qui veulent venir, après tout, vous avez raison, nous l'adhésion ou pas, c'est de venir nous aider. Et nous aider, il doit y avoir un petit carton là-bas au fond. Si jamais des pièces, des billets, des gros, vous gênent, aidez-nous parce que, je vous le dis à chaque fois, on tire le diable par la queue. Très très bonne soirée et rendez-vous le 5 décembre tous ensemble. Et on range sa chaise.